C'est très jubilatoire pour un fonctionnaire de gagner un arbitrage à Matignon devant Bercy. Ça, c'est jubilatoire. Je suis une singularité parce que des clubs entreprises, vous n'avez pas beaucoup de fonctionnaires qui sont dans les clubs entreprises, quoi. Or, moi, j'estime que c'est la même chose. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Dans cette deuxième partie, Pascal Provost revient sur ses années au ministère de l'Environnement, où il doit à nouveau se créer une légitimité après 9 années passées au ministère des Affaires étrangères. De son intégration réussie dans une direction au climat social tendu, à la fusion de 3 directions régionales pour créer les DREAL en 6 mois à peine, il raconte comment il a navigué dans une administration en pleine mutation et ce qu'il en a retiré comme apprentissage. Je vous laisse maintenant avec Pascal pour la suite et fin de notre échange. La première fois où quelque chose s'impose à moi, en fin de compte, c'est comme une fermeture d'entreprise où la personne est licenciée. On va dire, l'entreprise ferme, on vous licencie. Voilà. Donc, de ce problème, il faut faire une occasion, une opportunité. Et donc moi, je me dis, où pourrais-je partir au ministère de l'Équipement éventuellement, mais j'ai pas trop envie de retourner où j'étais avant. Non, je veux faire autre chose encore. Toujours continuer à explorer. Voilà. Et donc, il y a un petit ministère à l'époque qui s'appelle le ministère de l'Environnement, qui existe en direction régionale. Il y en a dans chaque région. À l'époque, il y a 22 régions en métropole. Et donc, il y en a une en Pays de la Loire. Et il y a un poste de secrétaire général de la direction régionale de l'environnement en Pays de la Loire qui se libère, toujours état. Hein. Et donc, je postule. Voilà. Et bon, j'ai la chance d'être retenu sur ce poste. Alors, l'environnement, je ne connais pas plus que ça. Hein. C'est nouveau pour moi, là aussi. Du coup, comment ça se passe ? Parce que là, encore une fois, est-ce que c'est les mêmes recettes ou est-ce qu'il y a des choses qui se passent différemment ? C'est complètement différent. D'abord, c'est un petit ministère. Hein. C'est un petit ministère. À l'époque, le ministère de l'Environnement, c'est un petit ministère. Hein. C'est un mélange. C'est le fils naturel du ministère de l'Équipement et du ministère de l'Agriculture. Voilà, c'est un mélange des deux, mais en étant petit. Mais l'environnement, ce sont des thématiques évidemment très très intéressantes. Mais là, à la limite, je vais travailler sur les thématiques, mais indirectement, parce que je vais plutôt gérer un secrétaire général avec les ressources humaines, l'aspect financier, l'immobilier, voilà, tout ce que gère l'informatique, enfin tout ce que gère un secrétaire général. Donc c'est nouveau pour moi parce que je connais pas non plus ces fonctions-là, j'ai pas eu l'occasion de les exercer. Et j'arrive dans un contexte un peu particulier où le secrétaire général en poste a été évincé, mais tout en restant dans la structure. Voilà, un peu particulier. Il a été évincé. Le directeur est en opposition farouche. Enfin, ils sont avec les représentants du personnel. Ça cogne, ça se cogne. Ça, au sens figuré. Hein. Ils s'entendent pas. Heureusement. Ils s'entendent pas du tout. De SG saute. Faisait pas le travail sans doute. Enfin, je sais pas. Mais bon, bref. Et donc j'arrive dans ce contexte-là. J'arrive en septembre 2001. Nouveau contexte pour toi. Oui. Contexte social complexe. Oui. Comment est-ce qu'on réussit à faire sa place dans ce type de contexte ? Il doit se passer quelque chose. Il faut un petit concours de circonstances. Alors, en l'occurrence, quand on arrive, d'abord, on fait l'état des lieux. On fait un diagnostic, hein, on fait l'état des lieux. Donc, première semaine, je regarde, j'observe, c'est pareil. Je dis la même chose. Hein, je dis, j'arrive, je connais pas l'état, je vais travailler avec vous. Même chose qu'avant, mais la vérité, en fait, hein, pour que les équipes apprennent à me connaître. Je trouve que j'ai la chance que le ministre vienne, Yves Cochet, Yves Cochet qui est ministre de l'Environnement, vient en déplacement, et il vient d'être nommé, lui aussi comme moi. Donc il vient en déplacement, il vient avec nous voir, donc à un moment donné, avec le directeur régional lui-même, le préfet BIS, qu'on appelle le secrétaire général aux affaires régionales, et puis moi-même. Et donc on se retrouve là, en aparté. Et à un moment donné, la discussion se fait entre le ministre et moi-même. Il occulte complètement le directeur régional, ce qui se fait pas, hein, ce qui se fait pas. Ce qui reste un mystère encore aujourd'hui. Ce qui reste un mystère. Alors, je pense que je l'ai cherché un peu parce que à un moment donné, quand on se salue, c'est moi qui prends l'initiative de lui dire, bonjour Monsieur le ministre, je suis heureux de vous voir. Je suis comme vous, je suis un débutant, je prends mes fonctions.
Et là, ça l'a fait sourire. Et donc, à partir de ce moment-là, la connexion est faite. Ce que j'avais à lui dire l'intéressait. Et les autres ne comptaient plus. Voilà. Et je lui dis, voilà, le diagnostic, le premier que je fais dans cette direction régionale, c'est que les deux bâtiments des deux côtés de la rue ne sont pas reliés informatiquement. Il faut passer un câble, il y a du travail à faire, etc. Mais il n'y a pas de crédit pour ça. Et donc il regarde le secrétaire général d'affaires régionales, le préfet Bis, et il lui dit, je cite, il dit « Monsieur le secrétaire général, vous venez d'entendre ce que vient de dire monsieur le secrétaire général, en l'occurrence moi, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souci. » Et l'autre obligé de dire « Bah non, il n'y a plus de problème. » Et donc 8 jours après, j'avais les crédits. À faire régler. Et donc on a pu faire les travaux, qui étaient indispensables, parce qu'on ne pouvait pas travailler correctement en n'étant pas relié informatiquement. Enfin, ça me paraissait de biaba. Et puis deuxième chose, à peine arrivé dans le diagnostic que je fais aussi, je vois que la direction régionale ne fonctionne qu'avec des horaires fixes. Moi j'arrive des affaires étrangères où on est quand même bien moderne, on est dans normaux je dirais. Déjà à l'époque on a les horaires variables. C'était pas le cas partout encore. Okay. Et donc moi je fais le constat, je dis écoutez, une administration moderne c'est des horaires variables, c'est pas des horaires fixes. Et parce qu'au premier comité de direction, je vois l'opposition des chefs de service là-dessus, et du directeur un peu aussi. Donc je les écoute, et entre-temps, ensuite je vais voir le directeur, et je lui dis, pour moi je suis pas en accord là-dessus, donc vous me permettrez de revenir sur le sujet au comité de direction suivant, une semaine après. Et voilà ma position, etc. Et il me dit rien, le directeur. Il me dit ni oui ni non. Et puis donc j'arrive 8 jours après, je donne ma position, je dis voilà, moi j'arrive en tant que secrétaire général, il me paraît inconcevable, c'est moi qui aurais géré ça, de travailler sur des horaires fixes. La base c'est la confiance personnelle, on travaille avec des horaires variables, ça donne plein de souplesse et ça permet de mieux fonctionner. Donc je vois que ça grogne, et je regarde le directeur et le directeur acquiesce. Donc à partir de ce moment-là, les autres chefs de service ont obtempéré, et ce qui a permis, dans la relation suivante, ce qu'on appelle les comités techniques paritaires à l'époque avec les représentants du personnel, où il y a le directeur et le secrétaire général qui vont parler des affaires à traiter avec les représentants. Et donc le sujet vient à l'ordre du jour classiquement, et classiquement ils se faisaient envoyer bouler. Et cette fois-là, ils ne se sont pas fait envoyer bouler, puisque on leur annonce qu'il y aura les horaires variables et que les deux côtés de la rue seront reliés informatiquement. Alors là, évidemment, vous gagnez un strike, vous gagnez un petit peu la partie dans la relation que vous allez établir avec les représentants du personnel. C'est quelque chose qui m'a passionné ensuite d'ailleurs, dans ce poste-là et dans le poste suivant. Voilà, ce dialogue-là, un vrai dialogue. Voilà. Donc, si je résume, il y a un côté, tu provoques ta chance, parce que cette discussion finalement avec le ministre de l'Environnement... coup de chance, hein. Voilà, tu sais pas ce qui va se passer, non. Mais tu vas chercher quelque chose. Je vais chercher. Et puis tu as quand même un geste de leadership, parce que tu défends une position sur les horaires variables, oui, qui est une initiative pour le coup personnelle. Ah oui, complètement. Oui. Et tu es suivi par ta direction qui, en plus, à ce moment-là, est pas tout à fait, est pas dans des bonnes dispositions. Mais ils te suivent. Voilà, tout à fait, effectivement. Donc là, tu as tes deux premiers, oui. Voilà, on va dire tes victoires, ou en tout cas ce que tu amènes pour la structure. Et ça, c'est le point de départ, pour créer ce climat de confiance et ensuite avoir des débats. Absolument, voilà. Pour pouvoir travailler sereinement. Ouais. Et ça se passe comment ensuite ? Parce que donc, tu démarres, ça c'est cette première année, donc tu découvres aussi les dossiers, etc. Comment ensuite se passe la suite de cette expérience à la DIREN ? Mais ça se passe bien. J'ai un autre dossier qui est particulier, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire quand même. C'est un dossier immobilier. Il s'agit de regrouper autant que faire se peut, tous les services qui travaillent sur les questions environnementales, dont la direction régionale où je suis, mais d'autres aussi, d'autres offices qui travaillent sur ces questions-là dans un bâtiment. De même que nous étions répartis des deux côtés de la rue, c'était pas l'idéal, il fallait, si possible. Voilà, donc je monte un dossier là-dessus, avec le rachat d'une clinique qui est pas loin de l'endroit où on se trouve, place Vierme à Nantes. Je monte le dossier, ça se passe bien, et on soumissionne, parce que c'est une clinique privée, donc elle veut recevoir des offres privées. Elle n'est pas publique, elle, hein, donc chacun soumissionne. Et il se trouve que l'offre que l'on fait est mieux disante que l'autre offre qu'une autre structure publique fait. D'accord. Qui s'appelle le conseil départemental à l'époque. Et il se trouve que, curieusement, bien que l'État était mieux disant,
eh bien, l'offre du conseil départemental a été retenue par la structure privée. C'est assez étonnant, parce que quand on est un privé, on va quand même plutôt vendre sa maison à celui qui donne le plus d'argent. Voilà. Bien d'accord. Bon, voilà. Ça m'a amusé parce que j'ai tiré les ficelles derrière, j'ai vu ce qui s'était passé. Ouais. Et avec le recul, donc, parce que Viarme, du coup, vous perdez ce dossier, mais dans mes souvenirs, vous avez quand même réussi à vous installer. Non. Là, c'est à la direction régionale de l'environnement, ancienne structure. Voilà, tout à fait. Mais on y reviendra plus tard, parce que quand on va créer la structure future, oui, on y reviendra. Ok, d'accord. Donc là, c'est une défaite, finalement, Non, moment. c'est pas une défaite. C'est un coup d'essai qui va être un coup de maître pour la suite. D'accord, ok. Et vous aviez déjà, maintenant il y a du recul pour en parler, mais vous aviez déjà en tête que ça allait vous servir pour le futur ou non? Alors, je recherche un bâtiment, oui. Et à partir de ce moment-là, l'immobilier me passionne. D'accord. Bizarrement, ça me passionne. Ça me passionne, effectivement. Et donc, ça me servira pour la suite, effectivement. Mais j'en sais rien à l'époque. Hein. C'est ma première opération. Mais je vais regarder au niveau immobilier ce qu'on peut faire pour la suite, pour ma structure, pour ma direction régionale et les autres structures environnementales. Après, bon, les autres occasions ne se produisent pas, mais ça va se produire un peu plus tard dans une réforme qui va se faire. Ouais. Et sur la question, donc bien que le rôle soit, on va dire, sur les ressources humaines, sur la partie administrative, il y a plein de choses qui se passent aussi dans le milieu de l'environnement à ce moment-là, oui. D'un point de vue même des lois. Est-ce que c'est des choses qui t'impactent, toi ? Alors ça m'impacte pas dans mon travail, ça m'impacte dans ma découverte des questions environnementales. Oui, parce que j'ai mes collègues qui sont dans des services qui gèrent la nature ou les paysages, qui gèrent tout ce qui est eau, hein, la qualité de l'eau, par exemple, un laboratoire sur la qualité de l'eau, un autre service qui travaille, enfin le même service qui travaille aussi sur les quantités d'eau, sur tout le bassin versant de la Loire. Donc j'apprends beaucoup de choses sur les pays de la Loire et sur tout ce qui est l'environnement des pays de la Loire, et ça me plaît beaucoup ça voilà. Oui. Mais il y a quand même une loi sur la loi organique relative aux lois de finances. Oui, ça arrive. Oui. Et ça, pour le coup, ça t'impacte directement. Ah, complètement. La LOLF, ce qu'on appelle la loi organique relative aux lois de finances, qui remplace une ordonnance de 1959, qui était un peu passée de mode, mais qui était toujours en vigueur, s'applique à partir du 1er janvier 2006. Et effectivement, là, c'est une révolution complète. Il faut adapter l'ancienne comptabilité de l'État à la nouvelle. Et là, je suis dedans, je suis à la manœuvre, là. Et donc là, c'est un gros boulot. Alors, je travaille avec mes équipes et avec ce qu'on appelle le contrôleur financier à l'époque, qui était un type extraordinaire. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup confiance aussi. Et ils ne sont pas tous comme ça aux finances. mais lui était... Qu'est-ce qu'a-t-il de différent? Alors, je l'ai appris plus tard. Mais j'ai appris à son poids de départ, en fait. Mais je ne vais pas aller trop vite. Il a de différence qui fait confiance. Voilà, et qu'il y a une durée. Alors moi aussi, je fais confiance. Ça tombe bien, on fait confiance. Donc ça veut dire qu'on ne trahit pas, on est honnête. Voilà. Et donc ça passe tout de suite, quoi. Puis je sens une fibre sociale chez cet homme-là. Et donc j'apprendrai plus tard, quelques années plus tard, quand il va quitter ses fonctions, c'était quelqu'un qui est rentré par la petite porte, catégorie B, donc pas cadre, au ministère des Finances, et puis qui a gravi tout ça, qui a été secrétaire départemental de CGT. Donc, c'est ça que la fibre sociale derrière. Je sentais quelque chose chez cet homme. Et donc, dont il garde un goût pour l'échange, la qualité de l'échange qui est formidable, quoi. Et donc, voilà, je le salue s'il entend un jour le podcast. Vous pouvez le nommer si jamais. Oui, son nom ne me revient pas en moment précis. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais voilà, c'était un plaisir de travailler avec cette personne. Bah, s'il se reconnaît, en tout cas. Et donc, il y a ce moment-là. Oui, il faut travailler de façon nouvelle, là, effectivement. Donc, il faut s'adapter aussi. Parce que la LOLF, au départ, elle met du temps à se mettre en œuvre quand même. Donc, d'abord, la loi est de 2001 et s'applique à partir de 2006 seulement. Parce qu'il fallait que les ministères se mettent en ordre de bataille. Il y a un gros travail. On révolutionne complètement la comptabilité, en fait, de l'État. Donc c'est un gros travail. Parce que pour nos auditeurs, en fait, on passe à une logique par objectif. Oui, par objectif, avec un retour au Parlement, effectivement. Oui, tout à fait. On a des objectifs définis avec donc le Parlement qui est informé annuellement des comptes de l'État. Et ça fonctionne toujours aujourd'hui comme ça? Ah, complètement. Programme par programme, ça s'appelle des programmes. Il y a un programme sur la nature, un programme sur... C'est thématique, en fin de compte, et programme thématique de l'État. Donc ça, c'est une bonne façon. Je crois que la LOLF a prouvé qu'elle était intéressante. Elle a
elle peut être mal appliquée nationalement, il y a des améliorations, mais c'est un outil de l'État. Il y a eu des études là-dessus qui tient la route. Hein, ouais. Et du coup, toi, dans ta manière de travailler, en fait, c'est une autre logique. Donc, il y a une logique de transformation. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une logique de transformation des métiers, ou est-ce que c'est plus simplement la manière de faire le job? Est-ce que c'est vraiment un changement organisationnel total ou... Oui, à terme, oui. Pas immédiatement, parce que ça va être progressif malgré tout, mais oui, effectivement, là, il y a une façon de travailler avec ce qu'on appelle des programmes nationaux, donc gérés par les directions des ministères, et ensuite qui sont avec des interfaces régionales, qu'on appelle des budgets régionaux, de l'État toujours. Hein. Donc le programme national se décline en budget, le programme national se décline en budget régional, et avec des objectifs à chaque fois, et un dialogue de gestion qui se fait. Sachant que chaque région demande des crédits, mais que la direction compétente du ministère à Paris, elle a 22 régions en face d'elle, elle ne peut pas donner 100% des demandes, donc il faut aussi qu'elle fasse des choix, bien sûr. Et là-dessus, toi, tu as la main d'une certaine manière sur ce type de décision ou non. En tout cas, ta direction La direction, la direction régionale à l'époque, non, on est petit là-dessus, on fait remonter à Paris, non. Plus tard, dans ma future direction, oui, de fusion, oui, qui sera fusionnée, oui, là on a de la marge de manœuvre là. Oui. Ok, intéressant. Est-ce qu'on y arrive On est oui. là, donc on est. Je suis formidable avec ta carrière, c'est quand même qu'à chaque fois il se passe quelque chose. Ah oui, mais toujours. Là, non, mais quelque chose de structurant en fait. Mais. Là, on arrive en 2009. Oui. Et donc là, nouveau coup de théâtre. Nicolas Sarkozy. Oui, alors on a à l'époque Sarkozy qui arrive à la présidence et qui fait ce qu'on appelle la réforme générale des politiques publiques, RGPP. Donc en fait, on va restructurer, l'État va se restructurer et diminuer le nombre de structures qu'il possède. Donc le préfet avait autour de lui, quand il faisait un comité de direction, le nom exact, mais beaucoup de directeurs régionaux et encore plus de directeurs départementaux. Donc on va fusionner, par exemple au niveau département, on va fusionner ce qu'on appelait la DDE, Direction départementale d'équipement, avec la Direction départementale de l'agriculture, DDE, DDA. Ça s'appelle la DDT M maintenant, M quand il y a la mer en plus, DDT, Direction départementale des territoires. C'est tout simplement la fusion des anciennes DDE et des anciennes DDA. Et ça, c'est issu de cette réforme-là. Donc dans chaque région, ça se passe comme ça, pour toutes les thématiques de l'État, et pour les directions régionales aussi. Donc moi, ma structure, l'ancienne Direction régionale de l'environnement, va fusionner avec deux autres structures, qu'on appelle la Direction régionale de l'équipement, qui était toujours là, le ministère de l'Équipement, et la Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, l'ADRIR. Donc les trois directions, avec trois cultures différentes quand même, hein. Surtout DRIR et environnement et équipement, c'est vraiment très très différent. Et pardon, je te coupe, mais c'est quelque chose de peu commun, on est d'accord, dans l'histoire de la récente. Oui, dans l'histoire récente, c'est un vrai chamboulement. Oui, c'est un vrai chamboulement, avec un délai rapide, puisque la circulaire Fillon est du 15 mai 2008, et elle demande par exemple de créer la future structure, en l'occurrence la nôtre, celle-là, au 1er janvier 2009. Donc, 6 gros mois avec l'été dedans, donc ce qui est énorme, ce qui est rien. Alors, pour une partie de ce on va appeler les DREAL, et les autres feront une année après. Ce qui est un peu regrettable d'avoir mis l'accélérateur à ce point, parce que ça ne permet pas de travailler correctement. Si on avait mis toutes les directions régionales l'année suivante, c'était certainement meilleur pour la constitution de ces équipes-là. Voilà, parce que c'est quand même un gros bouleversement là. Et donc comment ça se passe ? On vient de voir, toi et une équipe, donc j'imagine une équipe resserrée de personnes de ces trois directions, oui. En disant voilà, maintenant vous allez devoir ensemble vous poser autour d'une table. C'est ça. Et définir une nouvelle direction régionale. Vous êtes accompagné, vous avez... On n'est pas accompagné, il y a un directeur régional préfigurateur. Il se trouve que le directeur régional est une directrice, et que c'est la mienne, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que après mon premier directeur régional de l'environnement, il est parti au bout de 2 ans, est arrivée une nouvelle directrice avec qui j'ai travaillé, parfaitement d'ailleurs en compétosmose, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec elle. C'est la première fois que je travaille avec une femme en hiérarchie directe, il me semble, oui, et c'était vraiment très, très intéressant. On se complétait beaucoup, et là aussi la confiance était vraiment là. Et c'est elle qui a été nommée préfiguratrice, donc chargée de mettre en œuvre cette nouvelle direction régionale.
Donc elle doit réunir un peu les équipes, voir les représentants du personnel aussi, pour voir comment on va faire, dans un délai aussi court surtout. Hein. Donc avec plein de questions qui se posent derrière. Où est-ce qu'on va se mettre? Quels sont, comment on va travailler? Enfin... Et alors, j'imagine que c'est source de plein de sujets complexes, parce que, ne serait-ce qu'au niveau des gens, il y a un job, il y a 3 personnes, j'imagine qu'il doit y avoir des doublons. Comment ça se gère, ça? Alors c'est pas simple, ça se gère déjà beaucoup par le dialogue, c'est pour ça qu'il faut un peu de temps pour ça, et que quand on met la charrue avant les bœufs, comme on dit, familièrement, on ne fait pas du bon travail, donc il faut prendre du temps de discuter, de voir en fonction des personnes, il faut toujours mettre l'humain derrière. Personne, l'âge, si une personne par exemple est proche de la retraite, eh bien on va gérer tranquillement son départ sans chambouler les choses. Et donc on sait que le poste est en surnombre peut-être 1 an, mais après il va disparaître. En tout cas, ce que j'ai constaté, l'État quand il fait ces réformes-là, dit toujours 1 + 1 + 1, ça doit faire 2. Et dès le départ, ce qui est une erreur énorme. C'est pas possible de faire ça dès le départ. Il faut laisser du temps au temps. Je dirais que même au départ, il faut presque un peu plus. Il ne faut pas supprimer de postes parce que c'est là que c'est très consommateur de temps et d'énergie que de mettre en place la nouvelle structure. Donc, on économise l'année N+1. Oui, c'est un investissement sur le long terme. Bien sûr, N+1, N+2. Donc, c'est le portage des politiques publiques sur le long terme. Ça, j'y tiens beaucoup. Et malheureusement, c'est pas ce que je constate souvent, quoi. Voilà. Donc, la politique, la petite lorgnette, voilà. Il faut voir le temps long, ou le temps moyen en tout cas, à défaut du temps long, et pas le temps court. Et dans ce cas-là, donc il y a ces histoires-là qui sont gérées un peu au cas par cas. Il y a des choses en fait que vous allez bricoler d'une certaine manière, parce que vous informatiquement, les choses sont pas compatibles parfois, carrément. Voilà. Donc il y a ce temps-là. De toute façon, il y a des choses qui sont physiquement impossibles de faire en un temps aussi court. Géographiquement, on avait une 20aine de sites en région, puisqu'on on a des antennes départementales aussi. Et sur Nantes, on était une 10aine de sites, quoi. Donc implantés dans différents endroits de l'agglomération. Donc moi, ce que j'avais proposé à l'époque, et c'est ce que j'ai mis en œuvre parce que j'étais en charge notamment d'immobilier, c'est de regrouper au moins le secrétariat général, les secrétariats généraux dans un secrétariat général commun, ce qu'on a fait dans un premier bâtiment en location, du côté de la place Vierme, ce qui nous a permis de fonctionner déjà. Donc était regroupé là le secrétaire général, et à côté, l'ancienne direction régionale de l'environnement où j'étais, des services thématiques, 2 services thématiques étaient là aussi, donc ça permettait quand même déjà, sur une même zone, d'avoir tout de suite, très vite, quelque chose d'intéressant. Même si j'avais proposé une localisation au Zénith, autrement, pour pouvoir se regrouper tous, parce que les représentants du personnel étaient défavorables à toutes les options qui étaient présentées, compte tenu des délais qui étaient intenables. Donc, mais ça avait permis cette première proposition auprès du Zénith de savoir ce que les gens ne voulaient pas et d'éclairer un petit peu un cahier des charges, que j'avais en tête d'ailleurs. J'ai l'impression qu'en tout cas sur ce sujet-là, on arrive vraiment presque au cas d'école d'un changement nécessaire qui, de toute façon, arrive par le haut, qu'il faut porter et qu'il faut expliquer, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et justement qui est massif pour les gens. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, il y aura des gens qui sont pas du tout d'accord, des gens qui sont moyennement d'accord, c'est etc. Normal, ce qui est normal. Donc on est vraiment sur une grosse conduite du changement. Oui. Toi, humainement, comment tu vis le fait d'être cette équipe core team, quoi, l'équipe qui va... c'est pas simple, je suis vraiment impliqué dedans, dans le petit noyau dur, en fin de compte, de constitution avec les directeurs. Et donc, effectivement, c'est difficile parce qu'on voit l'impossibilité de faire bien le travail dans un délai aussi court. Voilà, même en travaillant énormément, il m'arrivait moi de faire du 6h30, 20h30 sans manger. J'ai fait ça 2 fois, ce qui n'est pas normal. Voilà, donc c'était un peu stressant, effectivement, au moins à court terme, même si on savait qu'on pouvait aboutir à quelque chose qui avait du sens. Voilà, mais il faut donner un peu de temps au temps, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu particulier, un peu stressant, quoi, quand même, là, cœur de réacteur. Et l'impact sur les gens, parce que j'imagine que malheureusement, quand on fait les choses vite, on doit aller parfois...
on va pas au rythme en fait forcément des gens. Ouais. Est-ce que ça a eu ce type de conséquences? J'imagine que toi, en plus, tu gérais la RH, donc tu devais être directement concerné par ces histoires-là. Et comment est-ce que derrière, on gère le temps long? Parce que tu as été finalement à Adréal jusqu'à la fin de ta carrière. Oui. Oui, il faut gérer dans le temps long. Alors, j'ai un bon exemple là-dessus parce que sur l'immobilier, en même temps que j'avais fait les étapes intermédiaires, j'avais proposé de regrouper tout le monde dans un bâtiment sur l'île de Nantes, un bâtiment neuf qu'on appelle le Tripode. Et c'est assez curieux parce que l'ironie du sort a fait que ce bâtiment correspond à l'endroit où j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères au tout départ. Okay. Il a été démoli ensuite, désamianté et démoli. Et il se trouve que le nouveau bâtiment est sur le site de l'ancien. C'est un concours de circonstances bizarre. Et donc, voilà, il s'agissait de monter ce dossier-là très vite. Donc, c'est la première chose que j'ai proposée à ma directrice régionale à l'époque, la préfiguratrice, en disant, voilà, il faut qu'on dégaine avant tout le monde. Donc, on a dégainé très tôt un projet, ce projet-là, après avoir fait toutes les consultations des représentants du personnel, etc. Mais on dit, voilà, moi j'avais vu, dès l'été 2008, j'avais vu toutes les implantations immobilières de tout l'ensemble de l'agglomération nantaise, pour être justement, alors que la circulaire était du 15 mai, elle était très, voilà, pour pouvoir dire où est-ce qu'on pourrait aller, quoi, au final, même si c'est pas immédiatement. Voilà. Et donc, pour pouvoir monter ensuite un dossier dès que la concertation avec les représentants du personnel, avec les agents aurait eu lieu. Et donc, ça a permis de gagner du temps, et ensuite, donc, de monter le dossier, d'aller le défendre au ministère alors, de l'écologie, il s'appelait écologie ou équipement à l'époque, c'était au moment de la bascule, je ne sais plus, à la défense en tout cas. Et puis, une fois qu'on a l'accord... À Bercy aussi, j'imagine. Voilà, quand on a l'accord de son propre ministère, il faut ensuite défendre aller à Bercy. Et à Bercy, dès que vous avez un projet qui coûte 1 euro, il est trop cher. Voilà, donc, on nous dit, mais vous avez des parkings, c'est pas possible d'avoir des parkings, alors qu'on avait 80 véhicules de fonction. Donc, des véhicules, où est-ce qu'on les met? Forme de paradoxe. D'une part, et d'autre part, dans le dialogue social, on va aussi faire venir des gens qui viennent de loin et qui, pour l'instant, à l'époque, les réseaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais je savais qu'ils allaient s'améliorer par rapport au site, d'où l'intérêt stratégique du site. Mais pour Paris, je ne le disais pas. Donc du coup, il n'y a pas d'autre solution pour certains de venir en voiture. Donc des parkings sous le bâtiment. Et non seulement des parkings sous le bâtiment, mais des parkings à côté au centre commercial Beaulieu. Alors là, ils étaient fous. Mais là, on va les louer. On va les louer sur 5 ans. On en loue 50 la première année, 40 la deuxième, 30, 20, avec une logique dégressive. Une logique dégressive, voilà, parce qu'on sait qu'au gré des départs, des mutations, le problème ne se posera plus. C'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, c'est ce qu'on a réussi à faire. Attendez, parce que là, je suis encore à Bercy. Et Bercy dit non, bien sûr. Donc, il faut aller à l'arbitrage. L'arbitrage, c'est Matignon. Alors, Matignon nous reçoit. Alors, je vais avec le préfet à l'époque. Et reçoit, donne pas sa réponse tout de suite, parce qu'il ne voulait pas froisser Bercy, mais en fait, il nous donne raison. C'est assez rare. On en gagne, alors, c'est très jubilatoire pour un fonctionnaire de gagner un arbitrage à Matignon devant Bercy. Ça, c'est jubilatoire. Et je sais qu'avec le temps long, puisqu'on parle du temps long, le choix fait était le meilleur choix et de loin, et ça s'avère un choix très très judicieux par rapport aux arguments qui étaient avancés à l'époque et par rapport à ce qu'on constate 10 ans après. Et j'aimerais beaucoup avoir les interlocuteurs de Bercy que j'avais en face de moi pour leur point par point, pour dire qu'ils avaient tort. Franchement, ils avaient tort sur tout. Faudra les retrouver. Ah oui, il faut les retrouver. Ils avaient tort. Et donc, je suis content parce qu'en fait, derrière, c'est pas ma personne, c'est... Et puis moi, c'est le préfet ensuite qui relaie, c'était un autre niveau. C'est le fait de dire, voilà, on a fait un choix judicieux pour l'État, pour notre État, pour le fonctionnement des services publics de l'État à Nantes. Voilà. Et ça, personne ne dit le contraire aujourd'hui, y compris des opposants internes à l'époque, même ici. Donc ça, c'est le temps long. Donc ça, c'est intéressant, c'est très intéressant de voir ça, parce que c'est assez rare ce temps long-là. Voilà. Je l'ai produit aussi, j'ai travaillé sur l'administration exemplaire et sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles on a fait des progrès en 10 ans. Par exemple, les déplacements en vélo, diminution du carbone. Déplacements en vélo, quand on a créé la structure, on avait très peu de personnes qui venaient en vélo parce que les endroits ne s'y prêtaient pas. Et je savais qu'en allant à l'endroit qu'on avait préconisé, on pourrait gagner beaucoup là-dessus. Donc on est passé... Quand on est entré dans le bâtiment, on avait moins de 3% de personnes venant tous les jours en vélo. Et quand je suis parti, on était à plus de 23% en venant tous les jours en vélo. Donc ça, c'était une satisfaction. Voilà, et ça continue.
Mais on avait mis les moyens pour ça. Derrière un bâtiment, un local, des tenues, des formations, des aides. Enfin, il y avait vraiment le gros tartier. Puis il y avait un alignement entre votre mission et finalement ce que vous État exemplaire. viviez. État exemplaire. Donc on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Ça, c'est impératif. Donc quand vous montrez par l'exemple les choses, voilà, vous êtes irréprochable là-dessus. Donc c'est vrai que j'étais très content de ça. J'ai fini mon comité de direction d'ailleurs sur le sujet en partant de l'Adréal. Ouais. Et donc là on arrive, c'est en fait ta plus grosse expérience professionnelle, l'Adréal en termes de temps. La plus longue, effectivement, plus longue. parce que soit à la fin, soit je me dis je pars sur autre chose, soit je vais partir sur autre chose en faisant valoir mes droits à la retraite, et en continuant, parce que d'une autre façon, la transmission, en fait. Comment transmettre son savoir. Je trouve que pour tout ce qui concerne les personnes qui vont partir en retraite, et avant leur départ en retraite, on devrait avoir un travail préparatoire qui serait utile à l'entreprise, à la société et à l'intéressé. Par exemple, en les mettant à former, par exemple, des plus jeunes, ou en transmettant d'une façon ou d'une autre, ça dépend des métiers, en fait. Et ce serait gagnant-gagnant. Surtout si on nous allonge le départ en retraite, l'âge du départ en retraite. La dernière année ou les 2 dernières années pourraient servir justement à cette transmission-là. Et ça valoriserait la personne qui part. J'ai trop vu de personnes partir en ayant le poste pas remplacé. La personne se sent comme étant inutile, en fin de compte. Je pars et on ne me remplace pas, donc je ne servais à rien, quoi. Ça, non, c'est pas possible, ça. Et là-dessus, toi, tu l'as vécu comment, du coup c'était quelque chose auquel tu croyais déjà à ce moment-là et que tu as pu expérimenter toi-même avec ton départ? Ou comment ça s'est passé Le départ, alors, le Covid a joué un petit peu sur beaucoup de gens. On se pose la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas? Là, je n'avais pas de challenge nouveau. J'avais des réductions d'effectifs. Et il y avait une proposition que j'avais faite qui n'a pas été acceptée à la fin. Et donc je dis dans ces conditions je vais pas rester. Je réorganise par contre parce que j'annonce mon départ longtemps à l'avance. Je réorganise le service pour qu'il fonctionne. D'accord. Mais effectivement la réduction d'effectifs faisait que ça devenait impossible là. Donc je voyais pas la quadrature du cercle. Donc je suis parti à ce moment-là. Et sur ce chapitre-là qui est quand même le plus long, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es redit ok, j'ai envie d'aller faire autre chose ou... Oui. Et ça se fait pas. Oui, je me suis posé la question, effectivement, parce que tout au long de mon parcours, au bout de quelques années, je changeais, mais voilà, plus ou moins, mais voilà. Et puis là, donc effectivement, je me suis posé la question. Je pense que je serais parti éventuellement, j'ai pas creusé suffisamment la question, mais en collectivité, parce que j'avais pas fait la collectivité, alors même, et je fais la boucle, qu'au tout départ, avant d'aller à l'IGRA et de passer l'État, j'aurais pu travailler en collectivité. Puisque mon mémoire de maîtrise, je l'avais fait sur le syndicat de communes de Pays de Redon, qui était très intéressant. Et le président m'avait proposé le poste qui se libérait. Alors je tombais des nues parce que je sortais de la fac. Et il se trouve que le président était le maire en même temps de la ville. Et quelques mois après, il a perdu des élections. Donc quand on ne peut pas se libérer, c'est plus lui. Et le nouveau président, le nouveau maire aussi, a choisi la secrétaire générale de la ville, ce qui était logique. Mais autrement, je serais parti dans cette direction, probablement, en collectivité territoriale, sur autre chose. Donc c'était concours de circonstances. Ça t'a reposé cette question en fin de cycle. Un petit peu, je dis tiens, je vais peut-être aller faire un petit tour, parce que la collectivité, ça m'intéresse aussi. La collectivité territoriale, c'est une question de territoire. La question de territoire est importante, en fin de compte, parce que on la retrouve beaucoup pour l'aspect concret de l'action. Sur un territoire plus petit, on voit le concret plus facilement que sur un grand territoire. Voilà, peut-être aussi. Mais moi, j'ai travaillé sur le petit territoire, le moyen, le grand, et puis la planète. Donc, j'ai travaillé sur tous les territoires. Et la notion de développement durable, d'ailleurs, repose sur la notion de territoire. Et tout ce qui est développement durable, ça dépend de l'échelle du territoire avec lequel on travaille. Il y a toutes les échelles, en fait. Donc, c'est à tous les niveaux qu'on doit y travailler. Et là-dessus, si on essaie maintenant de faire un petit récapitulatif, j'ai quelques questions qui ne sont pas forcément spécifiques à un moment de ta carrière en Momentum, mais que peut-être tu es en capacité aujourd'hui de traiter avec du recul. La première, c'est est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as totalement changé d'avis dans ta carrière ?
Et comment ça se passe en fait? C'est quoi le chemin, le cheminement, les doutes J'avais pas d'avis préconçu en fait. J'espère avoir l'humilité au départ dans mes postes en disant je connais pas, je découvre. Donc pour porter un jugement, il faut connaître. Et je constate beaucoup dans la vie que les gens portent des jugements sans connaître. Les réseaux sociaux, on voit un truc, on réagit immédiatement, alors qu'on n'a pas les tenants et aboutissants. C'est compliqué de porter un jugement. Quand vous êtes aux assises et que vous avez apporté un jugement sur un dossier complexe, vous vous rendez compte que vous allez avoir tous les éléments, c'est difficile. Donc, je n'ai pas de jugement préconçu. J'ai appris au fur et à mesure des postes. J'ai été curieux. Je me suis remis pas mal en cause aussi. Et puis surtout, j'ai été en équipe. J'étais dans l'interaction. C'est ça l'interaction qui m'intéresse. Travailler avec des collaborateurs, des collègues, avec des élus, des spécialistes, des experts, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui défendent une position. Quand j'étais secrétaire général, je pouvais avoir des représentants du personnel qui n'étaient pas d'accord. Mais j'avais travaillé en amont avec eux. Et donc, je savais qu'ils étaient d'accord sur certains points et pas sur d'autres. Parfois, il y a des postures. Ils pouvaient me dire, là, officiellement, je vais devoir dire que je ne suis pas d'accord. Mais en pratique, je comprends que vous fassiez ça. Vous n'avez pas d'autre solution. Voilà. Mais à partir du moment où c'est expliqué, on se comprend. Voilà, ça évite les bagarres. Voilà, tout simplement. Ça permet des cohésions, ça permet de mieux se comprendre. Okay. Tu dis que tu t'es remis en question, mais c'est plus sur finalement tes actions, plus que tes convictions. Donc, oui. Okay. C'est ça. Plus que c'est mes convictions qui ont toujours été là, même si elles étaient... Quand on a une vingtaine d'années, on ne se connaît pas. On n'est pas un adulte complètement fini. Voilà. Donc on va apprendre, on va découvrir au fil du temps. Et l'expérience va venir. Voilà. Et avec le recul, on va pouvoir analyser des choses qu'on a fait intuitivement. Mais parce que justement, l'intuitif, derrière l'intuitif, il y a du profond. Il y a du réel, du profond. Mais on ne le sait pas toujours quand on est dans l'action. Donc, mais je crois que quand on est soi-même, ça se voit, ça se comprend et c'est plus facile, quoi. Voilà. Quand on est surtout ouvert ou intéressé par l'autre, par l'échange. Ouais, ça m'intéresse. Et là, donc, si on prend du recul, donc il y a la question de la confiance, dont tu as beaucoup parlé. Oui, confiance essentielle. Il y a la question de l'écoute, en tout cas de comprendre dans quel environnement on arrive avant de commencer à prendre des décisions. Tu l'as beaucoup vécu dans des expériences très différentes et en te mettant à risque à chaque fois en plus, en arrivant dans des contextes différents. Il y a la question de travailler en équipe et de bien s'entourer finalement avec ces fameux experts, etc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément de fil rouge Je dirais ce qui va permettre de sortir du cadre un peu. Quand vous travaillez dans une fonction, vous avez ce qu'on appelle en général une fiche de poste. Voilà, très bien, une fiche de poste. Mais le poste, il est ce qu'on en fait. Il est ce qu'on en fait. Moi, j'ai vu sur un poste en Loire-Atlantique, le premier poste sur arrivé, il n'y avait pas la foule au départ. Là, le poste, je le trouvais un petit peu creux, c'est pour ça que je l'ai rempli aussi. Et quand je suis parti, il y avait une dizaine de personnes qui le voulaient. Donc, il est aussi ce qu'on en fait, comment on l'incarne. Mais moi, quand j'ai quelqu'un qui reste trop figé, trop sur son cadre, alors ça le rassure, ça lui fait du bien. Mais moi, j'aime bien sortir un peu du cadre. Faire des propositions. Vous avez votre cadre de travail qui va vous imposer 90-95% de votre boulot, ça c'est clair. Mais peut-être que les 5%, là, vous allez prendre plaisir à aller dans l'innovation sur un sujet qui n'a pas été vu. Mais vous, ça vous intéresse. Et vous trouvez qu'il y a une connexion qui est utile à travailler. Eh bien, on y va. Exemple, quand je suis arrivé à Adréal sur l'île de Nantes, dans un cadre nouveau, dans ce bâtiment là dont on a parlé tout à l'heure, je me dis, mais on ne connaît pas notre environnement de travail. Qui travaille autour de nous? Qu'est-ce qu'il y a là dans ces bâtiments autour? Et il m'est venu l'idée, alors c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés à plusieurs à travailler là-dessus au gré d'une rencontre, en disant, mais on pourrait peut-être créer un club entreprise. Et effectivement, avec l'aide de Nantes Métropole à l'époque qui essayait de fédérer les choses, on a créé un club entreprise titan de l'île de Nantes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et que j'ai eu grand plaisir à être dans les membres fondateurs. Mais je suis une singularité, parce que des clubs entreprises, vous n'avez pas beaucoup de fonctionnaires qui sont dans les clubs entreprises, quoi. Or, moi, j'estime que c'est la même chose. Je dis que plus on montre, plus on dit ce qu'on fait, mieux on est compris, et mieux l'action de l'État est comprise. Et donc, Adréal, ma direction régionale d'environnement, aménagement, logement, c'est une entreprise. Donc, elle a tout intérêt à faire connaître de mille façons son action. Et pourquoi pas
une action un peu novatrice, là, de dire, on est dans un club entreprise. Ça permet d'échanger, ça permet de se présenter, ça permet de... Voilà. Et une petite anecdote, d'ailleurs, une des premières réunions, on se présentait, on avait 4 minutes. Alors, on était quelques-uns à se présenter en 4, c'était 4, c'était pas 3 ni 5, c'était 4, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'était en fonction du nombre. C'est une règle, comme une autre. Oui, voilà. Et donc, du coup, on improvise quelque chose, voilà. Et au petit pot d'après la réunion, plusieurs chefs d'entreprise ont dit, on comprend pourquoi, mais positivement, pourquoi on paye des impôts. J'avais réussi en 4 minutes à essayer de faire comprendre un peu que la matière, qui est complexe, parce que voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir dit énormément de choses, mais d'avoir illustré par quelques petits propos ce qu'on pouvait faire et qu'on était engagé aussi, et que le service public, c'est quelque chose de très noble, et que donc qu'on défende l'intérêt d'une boîte ou l'intérêt général, on est investi de la même façon, et c'est ce qui nous fait aussi. Voilà. Et puis ne serait-ce de défendre ce discours-là, là où on l'attend pas. Parce que, a priori, tu faisais quelque chose qui était encore une fois assez original. Ouais. Ça permet peut-être aussi un discours de porter différemment. Mais bien sûr, c'est exactement. Il faut trouver les façons de. Mais là, il se trouve que moi, j'avais eu cette idée-là. C'était une idée perso. D'autres personnes n'auraient pas cette idée-là. Vous pouvez la trouver saugrenue. Ma direction m'a laissé d'y aller, là. Donc, mais moi, je trouvais que c'était une idée, même qu'on aurait pu creuser. Enfin, voilà. Alors, peut-être qu'il y a d'autres collègues fonctionnaires ailleurs en France qui sont dans un club entreprise. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup quand même. Je suis pas sûr. Et ça me passionne parce que je rencontre des chefs d'entreprise. Je rencontre alors, des chefs et pas que des chefs, des gens qui travaillent dans les entreprises. Ils sont les représentants parfois et qui nous disent ce qu'ils font et on leur dit ce qu'on fait, etc. Et on se comprend. Et voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et si on regarde donc encore une fois ta carrière, il y a beaucoup de rencontres. Il y a cette petite anecdote avec Yves Cochet qui est très croustillante. Je le salue à l'occasion parce que j'avoue que j'ai beaucoup aimé je ne sais pas s'il s'en souvient, mais moi je m'en souviens très bien. C'était super. Et donc en tout cas, il y a beaucoup de rencontres. Il y a certainement des gens qui t'ont marqué plus que d'autres. Moi, ma croyance, c'est que, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est de pouvoir amener l'expérience de personnes qui ont vécu des choses structurantes au plus grand nombre dans une posture un peu de mentor. Est-ce que tu penses, toi, à quelqu'un dans ta carrière qui t'a inspiré à un moment donné? Ça peut être quelqu'un qui t'a managé ou pas, même quelqu'un que tu manageais. Je dirais 2 personnes me viennent spontanément en tête. Ma directrice régionale de l'environnement que j'ai eue, qui était préfecture sans suite et qui est arrivée tout de suite, elle est les mêmes principes que moi, c'est-à-dire un principe de confiance. On travaille, on se fait confiance. Et derrière, il y a du résultat, quoi. Donc, on est une complémentarité formidable. Et puis un représentant du personnel aussi que j'ai eu à l'Adréal quand on a constitué comme ça, c'était quand même un peu compliqué, et que j'ai eu pendant des années aussi sur le temps long, quoi. Donc on a appris à se connaître et j'avoue que c'était quelqu'un, c'est quelqu'un, parce que heureusement il y a toujours tout le monde, qui effectivement était investi pour l'intérêt général aussi, la défense de l'intérêt des agents, mais toujours toujours de façon je dirais structurée et de façon franche et honnête. Voilà. Et on a beaucoup apprécié travailler l'un avec l'autre. Et on a fait de grosses choses ensemble. Ça a d'ailleurs été relevé dans un rapport d'inspection du ministère, que le climat social était très bon, quoi. Donc ça, je suis fier de ça, mais je suis fier parce que j'avais quelqu'un en face de moi qui était... Mais je crois que voilà, il a les mêmes valeurs. Ça, c'est très intéressant, cette idée de... On n'y pense pas toujours spontanément, mais quand on joue un beau match de tennis, il faut 2 joueurs. Enfin voilà, oui. C'est toujours la même histoire. Et finalement, cette personne-là, elle était dans la bonne zone. Vous aviez des alignements de valeurs. Oui. Vous aviez peut-être des agendas différents sur les positions à défendre, mais in fine, vous trouviez des compromis ou éventuellement d'ailleurs des décisions. Oui. Voilà. À partir du moment où on a les valeurs, les valeurs de service public, de netteté, de franchise et de travailler pour l'intérêt général, voilà, et de respect bien sûr, mais ça va de pair. On travaille bien, on avance. Et le dialogue social, ça m'a énormément plu. À partir du moment où je l'ai eu découvert en 2001, j'ai travaillé dessus pendant 20 ans ensuite, et ça fait partie des choses qui m'ont nourri et que j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Et cette directrice, pourquoi elle vous a inspiré ?
J'ai senti la confiance tout de suite. J'ai toujours eu la confiance de mes pairs, mais quand vous arrivez quelque part, on vous regarde et on attend de voir. Et elle est comme moi, c'est-à-dire que moi, c'est un a priori de confiance. J'accorde ma confiance d'abord. La défiance n'est pas là, c'est d'abord la confiance. Alors après, si la personne, 9 fois sur 10, la personne s'en montre digne. Si elle ne s'en montre pas digne, tant pis, on constate et puis du coup, terminé. Mais globalement, si vous donnez, vous recevez, quoi. Si vous c'est donnez, un pari, en fait, tu dis, tu as plus de chances de réussir à faire des bonnes rencontres que de passer à côté finalement d'une opportunité en adoptant cette posture de la confiance a priori plutôt. C'est une posture ou naturelle. C'est une posture naturelle. Alors, naturelle et presque philosophique. D'accord. Ouais. Donc, mais c'est naturel effectivement, mais j'en ai fait. Tu peux développer sur la partie philosophique. Bah oui, j'en ai fait un élément culturel, en fin de compte, le nature-culture, ça c'est de la philosophie qu'on apprend en terminale, la nature-culture. Donc c'est naturel chez moi, je l'ai découvert au fil du temps, et du coup c'est pour ça que je le cultive, parce que moi je crois que plus les gens se font confiance, plus on a un échange de qualité, mieux on se comprend. Voilà, et quel que soit le niveau. J'adore le foot, moi, par exemple. Le foot, c'est un sport populaire. Voilà, donc ça va fédérer des gens, qu'ils soient jeunes ou très vieux. Ça va fédérer le chômeur, le PDG. Ça va fédérer des générations. Et c'est formidable pour ça. Et là encore, je pourrais en parler longtemps. Il faudrait un autre podcast pour ça. Hein, je suis passionné de foot. Je ne suis pas la bonne personne. Moi, c'est plutôt tennis. Parce qu'on a fait ce travail-là aussi dans un petit club du Morbihan. Quand j'étais enfant, mon père était président du foot et maman tenait le café qui était le siège du club. Et le petit patin fédérait autour de lui des histoires formidables. Et il se trouve qu'on a refait la semaine dernière la fête, entre guillemets, de ceux qui étaient jeunes à l'époque, qui sont devenus anciens maintenant, 40 ou 50 ans après. Donc certains, on les a pas revus depuis des lustres, et on s'est retrouvés avec un plaisir énorme autour d'un buffet, autour d'une journée, dans un beau site près de chez nous, autour du pays de Redon. Voilà, ça c'est... Le pouvoir fédérateur du football. Du sport en général. Du sport en général. Ouais, les belles valeurs du sport en général, oui. C'est génial. On arrive... quasiment au bout de notre échange. J'ai encore peut-être 2 petites questions. J'ai une question qui est sur... si on reprend encore une fois une question un peu large sur cette carrière très riche, où tu as eu des décisions plus ou moins faciles à prendre. Est-ce qu'il y a vraiment une décision qui était plus difficile que les autres à prendre ? J'ai pas eu de décision difficile au sens où je devais licencier des personnes, par exemple. D'accord. Voilà. Il peut y avoir des moments où il fallait annoncer des nouvelles un peu pas terribles aux personnes, mais bon, ça fait partie du rôle du manager, donc ça m'a pas paru difficile, ça, non, dans le mesure où c'est préparé en amont. Non, ce qui est plus difficile, mais avec le recul qui n'était pas, mais qui pouvait l'être sur le moment, c'était le choix en 92 de dire qu'est-ce que je fais, quoi. Je peux partir dans différentes actions, dans différents endroits. Donc, il faut faire un choix. Est-ce que je ne me trompe pas ? Parce qu'on dit, quand on fait le choix, on peut se tromper. Mais on le sait qu'après. Mais non, on fait pas d'erreur, en fait. Parce que si c'est pas le bon choix, on corrige plus tard. Et puis, de l'expérience en question, on en tirera quelque chose d'enrichissant. Hein. Donc, non, curieusement, j'ai pas, on occulte peut-être au fur et à mesure, hein, pas connu ce moment-là. Tant mieux. Ou je l'ai occulté, mais non, ça ne vient pas comme ça. Parfois, la mémoire, elle fait ce travail-là. Et ça fait du bien. Exactement. On a tendance quand même à retenir peut-être plutôt les choses positives. C'est ça qu'il faut. Il faut d'ailleurs. Carrément. Même s'il y a des moments plus difficiles, hein, c'est évident. Carrément. Du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu cherches encore à comprendre aujourd'hui ? Après toute cette carrière. Je cherche des choses nouvelles, je cherche la curiosité. On peut me surprendre avec un domaine que je connais pas. Et si c'est un copain qui me parle de quelque chose qui l'intéresse, il dit parle-moi là. Qu'est-ce que tu... Et si ça me passionne, je suis capable d'y aller, quoi. On découvre à tout âge. Il y a un proverbe japonais qui dit la vie commence à 65 ans. Ah oui, voilà. C'est précis. Quand on a arrêté de travailler, globalement, parce que la retraite est à 65, je sais pas, et que globalement, on a cette expérience capitalisée et qu'on reste en éveil, en ouverture sur
sur plein de choses. Voilà, et c'est ce qui fait que c'est l'expérience de vieillir, mais la belle expérience de vieillir. Voilà, c'est pas et à tout âge. Écoute, j'en suis convaincu. Voilà. Et donc j'essaye de transmettre, je continue un petit peu parce que je fais des petites formations dans le cadre d'un centre de valorisation des ressources humaines pour les préparations aux oraux de concours. Et j'adore ça aussi parce que là, ça aide, c'est une façon d'aider les jeunes, les plus jeunes, à prendre confiance souvent en eux. C'est un problème de confiance très souvent. Et de pouvoir réussir le concours parce que ça donne un plus sur soi-même. Et ça, c'est important d'avoir une bonne estime de soi-même aussi. Génial, bravo pour ça et merci de continuer à contribuer pour cette jeune génération. Voilà, on continue pas le combat, c'est pas un combat, on continue l'action. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet échange. On a parcouru plein d'étapes de ta vie. Merci d'avoir accepté en tout cas de nous en parler en transparence et avec ce recul-là. J'espère que tu as apprécié l'exercice aussi. C'était un plaisir d'ailleurs. J'espère que ça s'entend, que ça se ressent, j'espère. Mais bon, en tout cas, c'était un plaisir. Je fais les choses dont j'ai envie. Donc, si ça ne m'avait pas plu, je ne l'aurais pas fait. Et je trouve que c'est très intéressant que quelqu'un qui pourrait être mon fils un peu vienne me chercher un peu en disant voilà, témoigne, dis-moi ce que tu penses. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait avec nos parents ou avec nos grands-parents parfois. Ils ne sont plus là. Les grands-parents, c'est une richesse extraordinaire. Je regrette beaucoup de ne pas avoir interrogé mes grands-parents qui ont fait le tour du monde au début du XXe siècle. Et qu'il y avait plein de choses à me dire. Et je ne suis pas allé les chercher, j'étais trop jeune. C'est dommage, je regrette. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'est un bon apprentissage. En tout cas, c'est un bon message. Oui. Pour essayer de faire... peut-être donner l'idée à d'autres personnes. Moi, j'ai un axe qui est sur la carrière et sur les choix finalement qu'on ne voit pas toujours et qu'on est en capacité d'analyser avec du recul. Mais c'est vrai que faire parler un proche sur même des choix de vie, parfois on peut découvrir finalement des choses assez impressionnantes qui disent aussi beaucoup de choses sur nous. Et parfois, on n'ose juste pas poser la question. Parfois, on pose la question et la réponse, en fait, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc c'est ça. Donc, disons-le aux jeunes, interrogez vos grands-parents. Oui, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'être convaincu, appelez-nous, on va vous convaincre. Voilà. Merci beaucoup, c'était un super échange, j'ai apprécié de A à Z. Et puis pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore là, merci d'être là. Donc comme vous le voyez, en fait, à chaque épisode, on va avoir des profils qui ont des carrières très 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 différentes. En l'occurrence aujourd'hui Pascal sur la carrière dans la fonction publique, j'ai envie de dire les carrières, parce que avec des rôles très très différents dans des directions très différentes et rattachés à des ministères très différents. Donc merci pour la richesse de ce parcours-là et puis rendez-vous au prochain épisode. C'est ça. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Bravo. Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Pascal Provost. Rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel invité. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À mardi prochain.